je suis Patricia de Bolivier, je suis née à La Réunion, je suis d'origine réunionnaise comme toute ma famille. J'ai fait une formation en art plastique initialement, puis en esthétique et sciences de l'art. Donc je suis partie en France en fait pour me former après le bac. Voilà. Et, euh, et j'ai fait un énorme travail de terrain en fait, donc j'ai été très souvent à La Réunion, même pendant mes études, à partir du moment où j'ai commencé la maîtrise. Donc mes sujets d'études ont été euh, comment dire, à La Réunion, donc j'ai été très souvent sur le terrain. Ce qui fait que j'ai une connaissance de l'art à La Réunion qui est, on va dire, double d'une certaine manière, ou peut-être triple, ou peut-être multiple en tout cas, c'est-à-dire avec une formation académique et une tentative d'analyser en fait, donc un regard un peu scientifique. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur le terrain avec des associations, comme à l'époque Jeux Morts Plastique, voilà, je fais partie du Cri du Marcouillat. J'ai participé à la création de l'ERCA avec toute la bande à Antoine Duvigneau, à la suite d'Art Plastique, à la suite de Jeux Morts Plastique. Donc j'ai été aussi sur le terrain, j'ai aussi écrit pas mal, donc il y a aussi cette vision-là. Et étant aussi originaire du lieu, donc j'ai aussi ce regard du coup intime en fait. Donc ça m'a fait un positionnement très complexe en fait pour la thèse. Il a fallu absolument reposer le regard et reposer le cadre, c'est-à-dire quel est le regard que je vais poser, quels sont les cadres que je vais poser pour étudier cette réalité qui est la mienne, qui est celle voilà, de mon groupe social et qui est celle dans lequel je travaille en fait, puisque j'y travaillais déjà. Donc voilà, je crois que ça me définit assez bien. Bon, après, j'ai eu un parcours ensuite plus, on va dire, professionnel, mais en tout cas, la question du regard ici, pour moi, elle s'est posée de manière immédiate. Quel regard j'allais poser sur ma propre réalité? Est-ce que le regard que j'avais construit au sein de l'université en France, est-ce que ce regard-là me suffisait? Et en même temps, j'étais sur le terrain militante, voilà, dans la mouvance des militants créolistes aussi, avec une volonté d'affirmer une spécificité, une autonomie. Enfin, quel regard j'allais poser sur cet objet-là? Donc ça a été tout de suite la question du regard. Et d'ailleurs, dans la thèse, j'y consacre tout un chapitre, en fait. C'est la migration d'un regard. Voilà, c'est-à-dire c'est un regard à l'âge de 18 ans complètement tourné vers la France, mère de tous les arts, de la culture, de la littérature. C'était ce qu'on m'avait appris au lycée, nos ancêtres les Gaulois. On n'avait aucune formation sur l'art à La Réunion. J'ai peut-être appris une fois un poème de Lecomte de Lisle en petite classe, mais donc là je partais vers l'art, vers la culture. Je quittais mon pays pour aller vers l'art et la culture. Et à un moment donné, pour payer mes études, j'ai travaillé ici en tant que journaliste. Et là, ça a été le choc. C'est là où je découvre le travail de William Seat, c'est là où je découvre le théâtre Vollard, c'est là où je découvre en fait des œuvres dont je n'avais pas été forcément, enfin, avec lesquelles je n'avais pas été forcément en contact. Et, euh, et donc c'est un grand séisme. On m'avait dit que l'art n'existait pas ici en fait, ou on ne me l'avait peut-être pas dit de manière formelle, mais l'art, c'était la France, en fait, c'était pas la Réunion. Et donc, je reviens ici et je découvre tout ça et j'aimerais comprendre. Et je me rends compte que les grilles de lecture que j'ai, du coup, acquises ne me donnaient de cette réalité de l'île qu'une vérité parcellaire, en fait, qu'une vision parcellaire. Il manquait tout un pan que je connaissais intuitivement ou avec lesquels j'avais grandi. Donc c'est tout l'aspect historique, l'aspect social, la symbolique, enfin tout ce rapport au territoire très particulier et tellement riche parce que nourri de plein d'influences. Ben, tout ça, ça peut pas apparaître si j'arrive moi avec juste mon histoire de l'art que j'ai appris, voilà, avec beaucoup de délectation d'ailleurs sur les bancs de l'université. Et donc ce regard-là, il a fallu le construire et sans être exclusif. Il a fallu composer avec le regard que j'ai hérité de ma grand-mère et voilà, de ma famille, un regard aussi très intuitif, très ancré dans le territoire et très,
comment dire, très, très connectée aux choses et aux êtres. Et, le regard que j'ai hérité de l'université, et j'étais tellement passionnée par ces études d'art plastique et d'histoire de l'art, et c'était mon bagage, et voilà. Et puis il a fallu reconstruire tout ça et déconstruire aussi, parce que je me suis bien rendu compte que travailler sur les œuvres de Gilbert Klein ou de William Zitt, il suffisait pas de les mettre à la suite d'artistes dans une histoire de l'art occidental, c'était juste pas possible en fait. Voilà. Et donc c'est la question du regard, c'est un peu cette histoire-là. Super. Déconstruction d'un regard, migration d'un regard. En quoi consiste l'axe de ton travail qui concerne l'ingénierie culturelle? Peux-tu revenir en détail sur quelques projets phares? Alors l'ingénierie culturelle, j'y suis arrivée un peu tardivement, c'était vraiment début du 21e siècle, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, il s'est agi essentiellement de faire des diagnostics de territoire. Je pense notamment au travail qui a été fait à Saint-Pierre, où j'ai étudié dans le champ des arts plastiques les outils en place, les process en place, les dispositifs, les politiques culturelles, dans un contexte un peu élargi de l'histoire des politiques culturelles à La Réunion, et puis des outils déjà en place. Et donc l'idée, c'était d'identifier des forces et des faiblesses du territoire, donc c'était une commande de la ville, pour ensuite proposer une politique culturelle et notamment des outils structurants pour répondre à une demande, et une demande politique et une demande du terrain. Donc voilà, en fait, c'est de la stratégie politique. Ensuite, l'ingénierie de projet, ça a été surtout de monter le centre d'art, c'est-à-dire qu'à partir d'un lieu donné, qui était un ancien tribunal, donc un lieu patrimonial, comment répondre à une demande en fait de terrain, un besoin qui était d'avoir un lieu de diffusion, des lieux de production, des lieux de conservation préventive des œuvres. Et donc comment faire coïncider, voilà, un ancien tribunal en ruine avec un projet qui répondrait à ces demandes-là sur le territoire, formation, etc. Et donc c'est ça l'ingénierie du projet, ça a été de préciser les demandes, de les faire correspondre à comment dire, un cadre qui était le cadre patrimonial, mais aussi un cadre de politique culturelle, lancer un concours d'architectes après avoir écrit le cahier des charges, et ensuite suivre le chantier. Donc j'ai pas suivi le chantier, je suis partie juste après, après le lancement du programme. Enfin, le concours a été terminé lorsque je suis partie pour l'école d'art, mais voilà, c'était tout ce programme en fait. Donc l'objectif, c'était valoriser la collection d'art contemporain de la ville de Saint-Pierre, qui était à l'époque une toute petite collection et qui, au fur et à mesure, s'est enrichie, puisque la ville avait décidé à l'époque de mettre des fonds assez conséquents, de 80 000 € par an pendant 3 ou 4 ans. Donc on a mis en place une politique d'acquisition avec un jury d'acquisition pour objectiver les achats, des grands axes d'acquisition, voilà, des critères, etc. Donc on a mis ça en place et on a enrichi la collection. Et l'idée avec le centre d'art, c'était de conserver la collection, de la valoriser et de continuer à mettre en place des lignes, enfin en tout cas une stratégie de production pour inviter des artistes en résidence par exemple, mettre en place des formations, mettre en place des pratiques amateurs en fait, enfin non pas mettre en place parce qu'elles existent déjà, mais l'idée c'était de canaliser, de créer un outil qui permette de répondre à toutes ces demandes. Voilà. Voilà, le projet, en tout cas le projet architectural est terminé, ou quasiment terminé, c'est livré, voilà. Et le projet lui-même de centre d'art, je crois que c'est encore à l'étude, enfin toute la dimension structurelle, c'est-à-dire le modèle économique et le modèle juridique, sont encore au stade enfin, un choix doit être fait en fait par la mairie. Mais je dirais pas plus là-dessus parce que je ne suis pas très au courant des dernières. Enfin, les choses n'ont pas tellement avancé, me semble-t-il. Donc là-dessus, il va falloir rencontrer Frédéric Boyer et la directrice service culturel de la ville de Saint-Pierre, voir où est-ce que ça en est. Enfin, en tout cas, si ça t'intéresse. Voilà. Voilà un projet d'ingénierie culturelle. Après, j'avais un peu fait mes armes avant avec l'ERCA, je m'en plastique. Je m'en plastique moins, mais surtout l'ERCA, c'était voilà, comment créer un outil qui réponde à une demande, en fait. Voilà.
Quoi d'autre? J'avais aussi un peu bossé dans une coopérative d'activité et d'emploi où j'ai créé un département agriculture. Donc, est-ce que ça c'est une ingénierie culturelle? Je ne sais pas. Et ensuite, ce que j'ai fait à l'école d'art, c'était un peu de ça aussi, c'est-à-dire faire de la programmation, de conférences, s'assurer que le programme pédagogique construit par les profs et les équipes puisse être mis en place, donner la possibilité de mettre en place une programmation d'exposition. Voilà, c'était un peu le boulot à l'école, ça a été un petit peu, ça réunissait un petit peu tout ce que j'avais pu faire avant. Et après, l'autre aspect, c'est-à-dire qui est beaucoup plus artistique, pour le coup, montage d'exposition, du commissariat d'exposition, montage de résidence d'artistes, donc faire des choix aussi d'artistes que j'accompagnais. Je l'ai fait surtout, enfin, je l'avais fait un peu en tant qu'indépendante avant, j'avais bossé pour l'Artothèque, j'avais monté des expos, j'avais bossé aussi à la ville du port pour comment dire, tout l'aspect art plastique. Et donc, j'avais travaillé aussi sur la mise en place d'expositions. Mais c'est surtout en tant que responsable de l'association Ancrage. À un moment donné, il a fallu vraiment trouver une activité et créer ma propre activité professionnelle. Et donc, pendant 5 ans, j'ai mis en place des résidences d'artistes, dont il y a eu Johan Kellan, donc, avec qui j'étais en couple à l'époque et dont je suivais le travail. Johan Kellan, Sacha Nin, Esther Waro, Stéphane Pichard, qui est un artiste de l'extérieur, qui fait de la vidéo, un autre photographe, Philippe Gobert, et puis Vin Lekao. Donc voilà, ce sont les artistes que j'ai suivis. Certaines résidences ont donné lieu à des expositions, d'autres non. Certaines résidences ont donné lieu à des projets plus larges, comme le projet... Donc ça, c'est un projet, par contre, qui a été assez fondateur. C'est le projet Tribune Vidéo, qu'on a monté avec Johan Kellan et Stéphane Pichard. Stéphane Pichard organisait régulièrement, comment dire, parce qu'il travaillait en France, il organisait régulièrement des commissariats de vidéos. Et il exposait les vidéos d'artistes. Enfin, justement, l'idée, c'était une réflexion sur l'exposition et la projection. Il projetait des vidéos d'artistes dans des situations autres que la situation d'exposition. Donc, c'était dans des salles de projection, des cinémas, etc. Et donc, l'idée, c'était de faire la même chose, mais ici. Le projet, c'était de dire, posons un regard sur l'art à La Réunion, un regard qui soit d'ici. C'est-à-dire, faisons des choix sur... Et du coup, on n'a pas fait que des artistes réunionnais. On a aussi des artistes africains, voilà, de France et d'ailleurs, d'Europe, de Chine, etc. Mais l'idée, c'était de faire, comme dit Paramarimutu, gîter le regard. C'est-à-dire que c'est un regard d'ici. Voilà. Et donc, on a créé Tribune Vidéo, on projetait des vidéos et on les mettait en dialogue. Et on a édité un DVD. Donc ça, c'était important. Quel autre projet important? J'ai participé à des projets. Après, le projet perso, ça a été le projet de thèse, effectivement, qui était un projet important et fondateur, parce qu'il fallait vraiment que je comprenne où j'étais et autrement que par ce qu'on avait bien voulu m'en dire, en fait. Mais j'ai participé au projet de l'ERCA, j'ai participé au projet de Centre d'Art. Un projet qui était fondateur aussi, c'est que j'avais travaillé pour le FRAC, à l'époque de Marcel Tavé, fin du XXe siècle. J'étais toute jeune, j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Et c'était un moment important parce que justement, moi, j'étais dans des tiraillements pas possibles. J'arrivais de France avec ma formation et je commençais à travailler dans le secteur. Donc, j'ai bossé un peu à l'Artothèque, j'ai bossé un peu à Gemont, j'ai un peu bossé avec Marcel Tavé sur son projet de route cathédrale d'aménagement. C'est un projet d'aménagement du territoire. Et ces questionnements étaient vraiment intéressants et fondateurs en fait aussi, pas seulement pour moi. Je pense que c'est des questionnements qui étaient fondateurs aussi pour l'art à La Réunion. Pourquoi? Pour l'art à La Réunion, c'est parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la question le rapport au territoire qui pendant longtemps était fondé sur des attentes extérieures. On produit des images pour répondre à une attente extérieure. Et donc on produit des images. Là, la question, le positionnement de Marcel Tavé, c'était de dire, on va arrêter de produire des images, on va arrêter de produire des œuvres, on va regarder le territoire et le considérer comme une œuvre à part entière. Et comment une route peut faire art. Et là, c'est vachement intéressant. C'est comment un morceau de territoire fait art. Et quel est le regard de l'artiste? Quel est le rôle de l'artiste sur un territoire qui est aussi spécifique que celui de La Réunion? Qu'est-ce que l'artiste va pouvoir ajouter? Et donc, il considérait le territoire de La Réunion comme étant une sorte de mise en danger un peu ultime de l'artiste. Qu'est-ce qu'on peut peindre encore devant des paysages aussi sublimes?
quel est le rôle, quelle est voilà, qu'est-ce que l'artiste amène, qu'est-ce qu'il révèle, quoi. Et donc ça a été fondateur. Et moi j'ai travaillé là-dessus, c'était déjà un peu d'ingénierie de projet. Il a fallu rédiger le cahier des charges en fait, de la Route du Maïdo. Et travailler avec du coup Gilles Clément, avec les artistes qu'il avait invités à travailler sur le projet. Et ça a été fondateur aussi pour moi. Et d'ailleurs, le mémoire que j'ai rédigé ensuite sur l'art et le paysage à La Réunion s'appuie sur ce projet-là d'aménagement un aménagement artistique du territoire. Sur ce projet-là, sur le projet de William Zitt, qui se positionnait en rupture justement avec la démarche de Marcel Tavé, et qui défendait ce qu'il appelait l'archéologie, et qui, dans les hauts de la ville, dans les hauts de Saint-Pierre, de Saint-Leu, dans les hauts du territoire de Saint-Leu, en fait, avait fait toute une installation éphémère de land art. Enfin, nous, on appelle land art, mais lui, il l'appelait pas du tout comme ça. C'est là où c'est intéressant. Et donc, c'était une sorte d'hommage au noir-marron. Donc, il installait des galets dans les arbres, faisait des tumuli, en fait, pour spécifier un territoire et dire attention, ce territoire n'est pas neutre. Des noirs marrons ont vécu là, ont créé des empires. Il parlait du roi Phaons, il parlait des cultures. Donc, c'était un lieu extrêmement aride, mais que lui a peuplé, en fait, de vestiges, en fait. Et là, soit on arrive avec un regard extérieur et on dit bah, c'est du land art. Soit on a un regard, le regard de William, on fait gîter le regard, et pour le coup, ces œuvres-là prennent une dimension funéraire et une dimension symbolique forte. Et on est plutôt dans un royaume spirituel, et voilà. Et l'un n'exclut pas l'autre, évidemment, puisque William, même s'il était autodidacte, était complètement... c'est un autodidacte curieux et éduqué. Et donc, il sait très bien que quand il pose des pierres, il fait aussi référence à une culture occidentale de land art. Mais sa démarche est profondément, spirituelle, en fait, avec une volonté d'hommage aux ancêtres. Et donc, j'ai travaillé sur cette œuvre-là, et j'ai aussi travaillé sur une œuvre qui n'existe plus aujourd'hui. C'était une installation de Jean-Claude Maillot, donc un sculpteur réunionnais, qui, dans les années 80, a installé au pied du volcan à Saint-Philippe une plateforme avec des grandes sculptures monumentales. Et c'était une forme de défi au volcan. C'était des sculptures qui appelaient le volcan. Voilà. Et à un moment donné, donc plus de 30 ans après, parce que ça remonte à une dizaine d'années après, à peine, il y a une coulée de lave qui a... Voilà, ça s'appelait le terrain des oiseaux, les sculptures des oiseaux, je ne sais plus. Ça, je peux retrouver. Et donc, voilà. Donc, effectivement, ça a été fondateur de travailler avec Marcel Tavé, parce que ça a amené des réflexions vraiment fondamentales sur ce qui se passait à ce moment-là à La Réunion, où le champ de l'art contemporain était émergent. Donc, moi, j'arrivais toute jeune, avec beaucoup trop de certitudes. Et du coup, tout ça, c'était vraiment... remis en question. Et l'épisode avec William Zitt, pour le coup, qui était dans la chapelle un peu en face, puisque ça canardait assez fortement sur le plan idéologique entre les deux, c'était fondateur aussi. C'est de voir comment sur une même réalité, il peut y avoir des regards mais radicalement différents. Et politiquement, enfin qui se positionnent aussi politiquement en confrontation forte en fait. Hein. C'était dur, hein. Enfin les débats étaient violents en fait. Et moi, je me suis un peu retrouvée là-dedans. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de prendre parti, j'ai pas envie d'être pour ou contre un ou l'autre. C'est que j'ai besoin de comprendre quelles sont les raisons des uns et des autres et que chacun est légitime, en fait, dans son champ. Et que j'ai pas envie d'être récupéré par un camp ou par un autre camp. C'est pour ça que c'était important de faire la thèse. Parce que j'avais besoin de créer mon propre discours et pas juste me ranger au discours de l'un ou de l'autre et du coup m'habiller d'une idéologie appartenant à quelqu'un d'autre. Je sentais bien qu'ils étaient légitimes et en plus ils étaient complètement passionnés et ils étaient passionnants l'un comme l'autre. Mais j'avais besoin de construire ma propre vision et c'était compliqué. J'étais qui? Enfin, c'était quoi mon regard dans tout ça? Et donc je suis passée par ce travail académique de thèse, mais enfin, au final, si peu académique parce que j'ai passé mon temps sur le terrain. Et c'est pas une thèse théorique, c'est une thèse de terrain. En fait, ouais. À la suite de ta thèse, comment s'inscrit ton travail de recherche au sein de tes présentes activités? Alors, moi, j'ai été obligée de mettre mon travail de recherche académique un peu de côté, tout simplement pour des raisons économiques. Il a, à un moment donné, fallu que je travaille
Donc j'ai moins écrit, ou j'ai écrit, sans être forcément dans un cadre de recherche. Voilà. La recherche, et notamment le travail que j'ai fait dans la thèse, et peut-être dans les recherches un petit peu précédentes, c'est-à-dire la maîtrise sur Gilbert Klein, et puis le travail que j'avais fait sur le paysage, ça répondait vraiment à des questions existentielles. D'ailleurs, on me disait à l'époque, pourquoi tu fais une thèse sur l'art à La Réunion? Franchement, on va faire sur Giacometti, ou c'est comme un suicide professionnel. On me disait ça. Et puis en plus, il n'y a pas art plastique à l'université de La Réunion. C'est une impasse, c'est-à-dire sur le plan professionnel, ça ne t'apportera rien. Mais j'en avais vraiment besoin, en fait. J'avais besoin de me situer dans ce monde. Donc ça répondait à une des questions vraiment ontologiques. C'est comment comprendre, comment écrire sur l'art à La Réunion, comment écrire et d'où je parle et avec quel regard. Donc ça a été vraiment important. Que ce soit la question de la maîtrise, puisque du coup j'ai soutenu ma maîtrise face à Journiac, et du coup je le raconte dans ma thèse. Et Michel Journiac, à un moment donné, donc il est membre du jury, lorsque le jury est terminé, il me fait visionner Les Maîtres Fous de Jean Rouch. Alors là aussi, c'est un séisme, c'est un truc de dingue. C'est un film qui montre, on est à Akwa, voilà, à Accra. Voilà, et Jean Rouch filme une tribu qui, une fois par an, ou en tout cas régulièrement, se met dans la peau du maître, en fait, pour exorciser en fait un mal-être, ou exorciser des émotions, des pulsions, etc. Et du coup, il y a plusieurs regards. Il y a le regard de Jean Rouch qui filme, il y a le regard du maître, il y a le regard du colonisé qui se met dans la peau du maître. Et Jean Rouch me montre ça. Et moi, je suis réunionnaise, je suis censée être française. Et je me dis, mais pourquoi il me montre ça? Et puisque je venais de faire une maîtrise sur l'art à La Réunion, sur un artiste réunionnais. Mais franchement, ça m'a complètement tourné, quoi. Je veux dire, mais pourquoi il m'a montré ça? Et en même temps, c'était fondateur, ce film était génial. Et ça me posait la question de qui j'étais, moi, en tant que réunionnaise. Est-ce que d'avoir fait une fac d'art plastique à l'extérieur, et quel regard je devrais porter? Est-ce que je devrais avoir des lunettes spécifiques pour regarder ma culture, ou est-ce que... C'était un truc de dingue, en fait. Mais parce que j'avais absolument pas les outils pour répondre à toutes ces questions, et qu'il a fallu que je les crée, et finalement c'est la thèse qui m'a aidé à le faire. Et c'est pour ça que dans la thèse, je reviens sur cet épisode avec Michel Journiac. Mais en fait, voilà, c'est vraiment la construction d'un regard et la construction d'un sujet. Tout ce parcours académique, ça m'a vraiment aidé. Donc j'étais sur plusieurs champs, en fait. J'étais sur le terrain à militer, avec les intermittents, c'était vraiment toute cette période hyper riche. J'ai été à Gemoire Plastique, j'ai été à l'ERCAI, on construisait, on se battait contre, on se battait pour, et j'étais sur le terrain. Et en même temps, je faisais mes études, je faisais mes recherches, donc je me construisais un cadre épistémologique. Mais donc, à un moment donné, ma thèse, ma maîtrise et mon DEA, je l'ai fait à Paris 1. Puis je me suis retrouvée vraiment démunie parce que c'était esthétique, en fait, art plastique et esthétique, et que je me retrouvais un peu, comme si le champ était trop restreint. Mon champ de vision était trop restreint. Pas suffisamment d'outils pour comprendre la réalité complexe qui était la mienne. J'étais allée voir des théoriciens à Paris 1, mais qui... c'était compliqué, ça ne passait pas. Et j'ai rencontré Jacques Lénart, qui est devenu mon directeur de thèse, et qui avait écrit, invité par Marcel Tavé, qui avait écrit sur la route du Maïdo, qui avait participé au projet, qui avait invité Marcel Tavé à présenter son projet en 1999 à La Villette, dans une grande exposition qui s'appelait Villette Amazon, et qui était en lien avec le territoire, l'écologie et la prise de conscience environnementale. Je rencontre Jacques Lénart, qui travaille sur le paysage, sur les jardins. Je lui envoie mon DEA, et il accepte d'être mon directeur de thèse, et je m'inscris à l'EHESS. Voilà. Et là, je peux suivre les séminaires, et même quand je suis sur mon terrain, je suis les cours à l'université d'ethnologie. Je vais vraiment me nourrir pour essayer... Parce que du coup, je n'ai pas fait de formation en sociaux de base. Là aussi, je me sens démunie. Je suis tout le temps démunie. Je me dis, mais là, il faut que je construise, et il faut que je m'approprie des outils qui ne sont pas les miens.
Mais pour le coup, je vais lire et je suis guidée par Jacques Lénart. Et je suis guidée aussi par Karpana Marimuthu, qui lui est sur le terrain. Voilà, qui a travaillé sur la littérature, qui est aussi écrivain, militant. Et du coup, je suis très bien entourée. Mais le travail est long, en fait. Le travail est long et se fait parfois dans la douleur aussi, parce que je suis sur le terrain et qu'il y a des attentes du terrain et que je ne réponds pas à ces attentes. Les artistes ont besoin qu'on écrive sur leur travail, qu'on fasse une analyse esthétique. Et là, moi, je suis là, j'ai dit, ben non, moi, je ne vais pas arriver à faire une analyse avec des critères. J'ai besoin de comprendre, en fait, comment ton travail s'insère aussi dans une réalité de l'océan Indien, ou comment ça se relie à ton histoire de famille, peut-être à la culture indienne ou à la culture africaine. J'ai besoin de tout ça. Mais sauf que mon regard est neuf et que j'ai les outils, je dois les construire. Et je mets 7 ans à finir la thèse, en fait. Et ça ne veut pas dire que mes outils sont affûtés. Ça veut dire juste que je suis en chemin et qu'à un moment donné, il a fallu bosser. Donc j'ai arrêté la recherche. Mais aujourd'hui, après l'expérience que j'ai accumulée dans d'autres, voilà, comme par exemple à l'école ou par exemple à Saint-Pierre, je me dis que, ok, il y a une recherche académique, mais il y a aussi la recherche-action. Et c'est comment toi, sur le terrain, tout en étant un des opérateurs du champ que tu analyses, et parfois en étant, comme je l'étais, à la direction d'un établissement public, donc ça veut dire que tu n'es pas n'importe quel opérateur, puisque tu es à la tête d'un établissement qui est quand même très important dans le champ. Tu n'es pas juste une étudiante dans le champ. Je veux dire, 20 ans ont passé, et tout d'un coup, tu changes de positionnement dans le champ. Et tu es dans une posture institutionnelle. Et c'est super intéressant aussi. C'est-à-dire que je crois que ça m'a beaucoup aidé. Les outils que j'ai pu développer pour analyser à l'époque ce champ, aujourd'hui m'ont aidé quelque part, je pense, à ne pas sombrer. C'est-à-dire des outils qui te permettent d'objectiver une situation, de comprendre un champ et de comprendre qui sont les acteurs, quels sont les enjeux, quelles sont les tensions et comment les uns et les autres sont légitimes dans ce qu'ils défendent, y compris quand c'est délirant, mais quand même, ils ont leur légitimité, ils y croient, et c'est un champ de tension. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être observatrice, tu es au milieu du champ de tension parce que tu décides. Quelque part, c'est un peu de la recherche aussi. Alors, c'est pas de la recherche, mais c'est comment la recherche peut t'aider, comment les outils et le positionnement sociologique peut t'aider à objectiver un champ et à ne pas sombrer, et à ne pas prendre les choses uniquement sous le prisme soit de l'émotion ou soit du politique, parce que le politique est partout. Donc je me dis quelque part, ce que j'ai vécu là n'est pas une autre vie après la thèse, c'est vraiment une continuité et c'est pas fini. Je veux dire, c'est comme si je continue à réfléchir sur qui je suis dans cet endroit-là et quelle interaction je déploie avec le monde, mais ça a été avec plusieurs, par plusieurs moyens. La thèse était juste un moyen, voilà. Et le militantisme, à un moment donné, a été juste un moyen. C'était une manière de comprendre et une manière d'agir. La thèse, c'était une manière d'agir aussi. Et je l'écris dans l'introduction, hein. C'est-à-dire, c'est absolument pas une thèse neutre. C'est-à-dire que j'ai revendiqué le fait qu'à un moment donné, je suis du terrain que j'analyse. Et que forcément, l'analyse que je propose n'est pas seulement un regard extérieur. C'est un acte. Et c'est un acte d'engagement. Que faire une thèse à un moment donné, je me disais, mais c'est engagé aussi, c'est pas juste j'observe. C'est qu'on a besoin de comprendre comment se construisent les enjeux et comment se construisent les tensions. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et donc, je l'ai fait. Et pour moi, c'était un acte militant aussi. Et même s'il a fallu garder une distance académique, une distance scientifique, mais voilà, à un moment donné, mais je t'enverrai le document, enfin, je t'enverrai voilà, la thèse, et je parle de la nécessité parfois d'être engagé, y compris dans la recherche que l'on fait. Et c'est une recherche engagée et qui se vit comme telle. Et ensuite, il me semble que tout ce que j'ai pu faire, c'était aussi de manière engagée. Et c'est peut-être ce qu'on m'a reproché aussi à l'école. C'est que j'étais très engagée dans ce que j'ai fait, peut-être trop. C'est-à-dire que
l'école, en fait, c'est un établissement public. Il aurait fallu pouvoir arriver et agir comme un agent. Sauf que j'ai aussi défendu des convictions et j'ai aussi défendu un positionnement et j'ai aussi défendu un outil. J'estime avoir fait mon job, mais voilà, peut-être que l'engagement était trop fort ou pas, je ne sais pas. La distance me permettra de le faire. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est voilà, c'est comment cet épisode-là peut m'éclairer aussi sur qui je suis dans un champ de tension. Et de manière dynamique, pas de manière figée. Puisqu'évidemment, comme je suis vivante, ça évolue. Ouais. Quel était le sujet de ta thèse? Peux-tu nous en présenter les grands axes? Donc la question de départ de la thèse, et finalement, comment dire, je me suis, par la force des choses, éloignée de cette question de départ. La question de départ, c'était, existe-t-il une esthétique créole dans l'art contemporain à La Réunion? C'était vraiment comment dire, le déclencheur. Existe-t-il une esthétique créole et travailler du coup sur la créolisation au sein de l'art à La Réunion. Créolisation au sens que lui donne Robert Chaudenson, par exemple, c'est-à-dire l'autonomisation par rapport à un modèle dominant. Et donc je me suis attaquée à ça et très vite je me suis rendu compte que je suis arrivée dans un champ comment dire, vierge et qu'il fallait absolument poser les bases en fait de la réflexion. Puisque c'était la première thèse. Colette Pugnat avait déjà fait une thèse en art plastique, mais c'était une thèse sur son propre travail d'artiste qui faisait comment dire, allusion à La Réunion, mais sans poser un socle de départ en fait, pour une analyse sur le terrain. Donc au final, donc il a fallu que je dresse comment dire, un historique pour qu'on comprenne le contexte. Donc je suis remontée dans les années 70, puis c'était pas suffisant. Je suis remontée dans les années 60, c'était pas suffisant. Je suis remontée à la départementalisation, mais là non plus. En fait, à chaque fois, je cherchais le socle et le mur et je ne le trouvais pas, donc il fallait poser les choses. Donc je suis remontée à un moment donné, tout mon historique remonte depuis voilà, la colonisation jusqu'à aujourd'hui pour comprendre le substrat, comprendre le contexte. Et du coup, je me suis attachée, je me suis dit, avant d'aller comprendre les œuvres, qu'en est-il de l'art contemporain à La Réunion? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des politiques publiques en art contemporain? Et puis, qu'est-ce qui détermine ce champ? Du coup, c'est devenu un peu le sujet de la thèse. Et ma question de départ, existe-t-il une esthétique spécifiquement créole? Au final, au moment où j'ai commencé à pouvoir répondre à ça, 7 ans avaient passé et j'ai clôturé la thèse. Et j'ai eu du coup... Ensuite, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire sur des artistes en me posant ce type de questions sans avoir besoin de remettre en avant le contexte. C'est-à-dire que ce travail de débroussaillage avait été fait et je pouvais m'attaquer aux œuvres. Mais c'était une histoire avec moi-même au final. Parce que quelque part, j'aurais pu arriver et dire non, j'analyse les œuvres et j'ai pas besoin du contexte. Il y avait un prof à Paris qui m'avait dit ça. J'avais fait un exposé sur Jacques Benkti. J'étais en DEA, je crois, et j'ai amené des images mais magnifiques que je n'avais pas prises moi-même. On m'avait transmis, le département m'avait transmis des images magnifiques faites par un photographe d'ici, du travail de Benkti de l'époque, donc des sculptures extrêmement expressives et voilà, qui parlent du corps en fait hérité de l'esclavage, du corps allongé que l'artiste remet debout et du corps déshumanisé que l'artiste réhumanise avec vraiment un travail plastique voilà, extraordinaire. Et je commence mon exposé en faisant tout le contexte. Et c'est vrai que je pense que c'était une erreur dans la mesure où le contexte était beaucoup trop long. Et le prof disait « Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre. Arrêtez avec votre contexte. » Et je l'ai très mal vécu, en fait. C'était comme une négation de ce qu'est la Réunion, la culture, qui a engendré cette œuvre. Pour moi, l'œuvre était la fille de ce contexte. Et donc, intellectuellement, c'était compliqué de me poser dans ce monde. J'étais à la Sorbonne, d'ailleurs, c'était pile poil dans ce lieu complètement mythique. J'étais même pas à Paris 1, parce que les cours avaient lieu à Saint-Charles, parfois à la Sorbonne. Et donc, j'étais dans cette espèce de temple. J'arrivais avec les œuvres de Jacques Benkti, et puis du coup, je voulais amener toute cette révolution culturelle qu'il avait enfantée, en fait, qui avait enfanté ses œuvres aussi.
Et on me disait, non, 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 ce qui m'intéresse, c'est le formel, c'est l'œuvre. Ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'il fallait faire une thèse. Et c'est pour ça qu'il a fallu aussi quitter Paris, hein, d'une certaine manière. Et d'avoir la possibilité de faire gîter le regard. Et de pas que mon regard ne soit pas un regard depuis l'université où j'avais été formée, mais un regard depuis ici, quoi, à La Réunion. C'est ça. Enfin, la thèse, c'est ça. La thèse, c'est un projet éthique aussi. Il fallait que je me construise en tant que sujet et que je comprenne l'objet sur lequel je me penchais. Voilà. Donc, du coup, la thèse, comment dire, en quelques mots, présente le développement du champ de l'art contemporain à La Réunion dans les années, fin des années 80 et 90, détermine les enjeux, décrit les opérateurs en fait de ce monde de l'art et détermine les tensions qui existent dans ce monde de l'art. Qu'est-ce qui est contemporain, qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui est contemporain réunionnais, qu'est-ce qui est contemporain de La Réunion? Et quels sont les critères que les différents agents qui sont dans ce champ de tension, quels sont les critères qui sont utilisés? Et puis quels sont les frottements en fait, et les confrontations. Et du coup, j'ai un peu décrit tout ça. J'ai décrit, voilà, qu'est-ce que l'art contemporain pour le FRAC de l'époque, qu'est-ce que l'art contemporain donc pour l'État, qu'est-ce que l'art contemporain pour des artistes créolistes, voilà, est-ce que l'idée c'était d'être contemporain ou d'être réunionnais, ou est-ce qu'il fallait être réunionnais, est-ce que c'était comment dire, est-ce que l'œuvre, si elle est localisée, réunionnais, est-ce que c'est un coefficient positif ou négatif? Donc j'ai un peu posé toutes ces questions et pour ce faire, j'ai analysé les œuvres présentes dans les collections, les expositions et les discours des uns et des autres, y compris les discours de la critique. Voilà. Donc les catalogues d'exposition, donc ça c'est un peu de la critique de complaisance et d'accompagnement, mais la critique aussi qui était présente dans la presse, notamment la critique de Pteros, enfin la chronique de Pteros, donc qui, pendant 5 ans, c'est un journaliste qui a toutes les semaines fait des chroniques, des critiques d'exposition ou des rencontres avec des artistes. Et donc j'ai analysé les discours qui étaient à l'œuvre, les discours, les positionnements, les revendications, les paroles rapportées. Et donc je me suis appuyée sur la presse, sur cette presse-là, mais aussi c'était dans le témoignage, mais j'ai aussi pris le quotidien. Donc j'ai pris deux organes de presse et j'ai analysé. Et donc les discours, j'ai beaucoup interviewé les personnes pour comprendre les positionnements, pour comprendre les enjeux et comment les uns se positionnaient par rapport aux autres. Et ensuite, la conclusion, ça a été, c'est un peu la fin de la thèse, c'est de dire que la spécificité de l'art réunionnais, c'est justement sa complexité et sa navigation irrésolue entre la loyauté à des modèles extérieurs et la loyauté à des modèles locaux. C'est cette espèce de navigation irrésolue entre le monde et la Réunion, entre cette espèce d'injonction de devoir être réunionnais ou de devoir être universel. À l'époque, on disait plutôt universel, on ne disait pas... Bon, après, les termes ont un peu évolué. Et c'est tout ça qui est spécifique à la Réunion. C'est-à-dire, c'est justement la complexité. Et donc, il y a eu des batailles entre les agents du champ pour dire, non, ce qui est réunionnais, c'est ça, ce qui est réunionnais, c'est le flamboyant, ce qui est réunionnais, ça doit avoir attrait à l'esclavage, ce qui est réunionnais, il faut qu'il y ait un lien avec l'histoire, ou ce qui est réunionnais, il faut que ça ait un lien avec le territoire. Oui, non, il suffit que tu sois réunionnais pour que ça soit réunionnais. Et ce sont des débats esthétiques qui ont eu cours aussi au niveau de la musique, en fait. Je veux dire, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'on est complètement traversé par des influences mondialisées et en même temps, il y a une richesse phénoménale du terrain et il y a eu à un moment donné une injonction de choisir entre la Réunion et le monde. Et que finalement, les artistes qui s'en sont le mieux sortis, ce sont les artistes qui se sont saisis de toute cette richesse, c'est-à-dire une richesse du territoire et une richesse extérieure et qui en ont fait... autre chose, voilà. Et toute cette question, au final, de la créolisation, c'est-à-dire on s'autonomise par rapport à un modèle dominant. Donc, et ce modèle, il est complètement fantasmé. Ça peut être la France fantasmée, mais ça peut être l'Inde fantasmée ou l'Afrique fantasmée.
ça n'en reste pas moins un fantasme, ou ça peut être le courant mainstream fantasmé, ou complètement reconstruit. Mais on s'autonomise par rapport à lui, et y compris un modèle créole fantasmé. C'est quoi le créole? C'est quoi la créolité? Et quelle est la capacité de l'artiste à s'autonomiser par rapport au courant et par rapport aux injonctions qu'on lui fait, pour pouvoir entrer dans tel courant qui répond à telle demande et à tel prescripteur, en fait. Et ça m'intéresse beaucoup. Après, évidemment, le rapport sensible aux œuvres, en fait, c'est ça qui m'intéressait au départ. C'est-à-dire cette espèce de séisme qu'une œuvre peut déclencher à l'intérieur de toi. Le travail de William Seed, par exemple, m'a complètement renversé, mais physiquement, quoi. C'était énorme. Je ne savais pas que ça existait à La Réunion. C'était en 92 ou une expo à l'Artothèque. Je reviens, j'ai fait mes études en art plastique. J'ai vu plein de choses dans des musées qui m'ont aussi un peu... Ça m'a beaucoup... Enfin, il y a eu beaucoup de séismes aussi parce que j'avais du mal à me reconnaître et c'était censé être ma culture. C'est compliqué. Je suis française, donc je suis réunionnaise, donc française, et je vais voir des expos qui me... Voilà, où je ne comprends pas. Et je me dis, mais pourtant je suis française, je devrais avoir les clés. Enfin, ouais, sur le plan identitaire, ça a été un peu compliqué cette période-là. Et le boulot de William Seed, c'est énorme. Et du coup, c'est comment je reçois ça, en fait. Alors bien sûr, j'ai écrit dessus de manière très sensible aussi, sans forcément amener toutes ces analyses. Mais j'avais besoin de comprendre qui j'étais, moi, face à tout ça, face à William. Et c'était intéressant parce que William avait beaucoup d'humour et il avait un humour, comment dire, très provocateur. Et moi, j'étais, voilà, la jeune créole, blanche, qui avait fait ses études en France, donc pour lui, et il me le disait, j'étais complètement lobotomisée. J'avais été formatée dans les universités en France, puis en plus, comme j'étais descendante d'une blanche, bah forcément, je ne pouvais pas comprendre son travail. Et il disait ça pour me pousser dans mes retranchements et pour me choquer. Et ça marchait à fond, parce que du coup, je me retrouvais, j'avais pas fait la thèse encore, donc j'étais pas du tout objectivée. C'était terrible, parce que je me retrouvais dans une espèce d'identité complètement souffrante, en fait. Ouais, j'étais qui, en fait? Oui. Comment je pouvais appréhender ses œuvres à lui? Est-ce que j'étais légitime pour le faire? Est-ce que même ma sensibilité et cette espèce de renversement que j'éprouvais, est-ce qu'il était légitime? Ah, mais du coup, c'était... voilà, on se prenait la tête tout le temps, parce qu'en plus, c'est vrai que je recevais tout ça, et j'avais... Enfin, voilà, j'avais beaucoup de répondants, et que je trouvais très choquant la façon dont ils me parlaient. Ils me disaient j'allais être tondue à la Révolution, enfin... Et je me disais, mais je suis créole aussi, en fait. Et d'accord, je suis créole blanche, et en plus, j'ai été formée dans une université, mais je veux dire, mon combat, il est là aussi. Enfin, je ne le disais pas comme ça, mais j'avais envie de prendre part au concert du monde. Et que ma voix était peut-être inaudible, parce que je n'osais pas, je manquais de confiance en moi, et que je ne me trouvais pas légitime, et qu'en même temps, je trouvais que j'étais légitime, et qu'il fallait que je bataille pour ça. Et que j'étais aussi une jeune femme dans un monde d'hommes. Parce que voilà, tous ces gars-là qui étaient au pouvoir, qui étaient dans des directions de musées, directions de FRAC, directions d'associations, etc. Ou même à l'Arto. Enfin voilà, et c'était très compliqué quand même. Voilà. Et en même temps, c'était des grands frères. Donc j'ai beaucoup appris, quoi. Beaucoup appris. Et quelque part, je me dis finalement, ma formation, elle a eu lieu là, davantage dans la confrontation. Même si j'étais sur mon terrain de thèse, hein. Mais au final, bien sûr, l'université m'a appris, mais la formation initiale, ça dure 3 ans. C'est la licence. Après, le reste, c'est ta recherche perso, en fait. Et j'ai bossé sur Gilbert Klein, j'ai bossé sur l'art à La Réunion, j'étais sur mon terrain. Je suivais bien sûr des séminaires, mais les séminaires, c'est tu amènes des éléments beaucoup. Donc, une fois que la licence était terminée, ben, en fait, j'ai surtout appris ici, en travaillant avec les artistes, en travaillant avec les collectivités, en discutant, en n'étant pas d'accord, en me fritant beaucoup, en fait. Peux-tu nous résumer le projet de la route cathédrale sur lequel tu as intervenu lorsque tu travaillais au FRAC Réunion dans les années 90? Le projet de Marcel Tavé, donc Marcel Tavé est arrivé à la direction du FRAC, en fait, dans les années 90, avec un projet ambitieux et un peu novateur, en fait. C'est que le FRAC avait, comme tous les FRAC de France, avait pour mission, et a pour mission, la constitution d'une collection. L'objectif étant d'encourager la création
sur le plan régional, mais aussi sur le plan national. Donc le FRAC est un organisme sous égide de la région et sous égide de l'État. Et ça, c'est important parce que du coup, l'objectif n'est pas forcément de créer une collection régionale, mais bien d'avoir un fonds régional d'art contemporain. Et cet art contemporain n'est pas que régional, il est aussi sur d'autres niveaux de légitimité. Et Marcel Tavé, il arrive avec un projet différent. Et lui, il dit, au lieu d'aller constituer une collection et d'acheter des œuvres, moi, je considère que le territoire de La Réunion peut faire œuvre en soi, peut faire art. Donc, il a un projet autour des routes. La route du Maïdo, la route du Volcan, la route des Plaines. Je crois qu'il y avait aussi la route de Salazie. Voilà. Et il considère la route comme des cathédrales, en fait. C'est-à-dire que c'est la conjonction très complexe, en fait, de différentes œuvres, qu'elles soient naturelles ou architecturales ou artistiques, sociologiques, avec des substrats, en fait, voilà, l'histoire, ce que l'histoire a laissé sur le paysage et de quelle manière on construit un paysage. Donc il y a vraiment cette attitude un peu réflexive et de dire que le rôle de l'artiste n'est pas seulement de venir décorer un espace public, ça peut être aussi de concevoir le paysage en tant qu'œuvre, le révéler en tant que tel lorsqu'il existe, mais le concevoir aussi. Donc il réunit une équipe avec donc Gilles Clément en tant que paysagiste, des sociologues, donc il y avait Emmanuel Souffrin, un designer, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, des artistes comme Hervé Di Rosa et d'autres artistes dont j'ai oublié le nom. Voilà, ils viennent en repérage, ils produisent des études et la volonté, donc ils commencent par la route du Maïdo. Et l'idée, c'est de faire de cette route, en fait, déjà d'éviter la perdition de cette route par le mitage architectural, la mise en tourisme, etc. Et pour ce faire, c'est non pas la figer, mais la conserver et éviter, par l'aménagement du territoire, éviter qu'elle soit perdue, puisqu'elle a une qualité esthétique remarquable. Donc il en fait une route remarquable. Et donc il construit tout le projet du FRAC là-dessus. Et un des projets, c'était effectivement de construire un centre international qu'il appelait qu'il appelait Villa Malraux. Mais ce projet n'a pas été retenu, en fait. Mais il a eu le temps de le penser en tant que tel et de le soumettre à la région, mais il n'a pas été retenu. Donc voilà, c'est ça le projet de la route du Maïdo. C'est comment une route peut faire art. Et donc du coup, il réunit des artistes, il fait pas mal de publications, donc il y a toute une collection d'œuvres d'artistes, une collection d'œuvres d'artistes, de livres d'artistes, de catalogues en fait, qui réunissent les études qui ont été faites par chacun des artistes, puis les réflexions, il y a des images, donc voilà. Et au final, là où c'est intéressant, c'est que c'est une réflexion qui a beaucoup marqué en fait l'histoire de l'art à La Réunion, qui a un rapport au paysage qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que acheter des œuvres pour constituer les collections ici, on est face à une contrainte extrêmement forte, c'est que il faut que les œuvres prennent l'avion. Ça coûte très cher le transport des œuvres. C'est taxé en douane, etc. Donc une des solutions, ça a été d'inviter des artistes de l'extérieur, et c'est ce qu'a fait dès les années 80 la Galerie Vincent. Inviter des artistes de l'extérieur, des artistes de renommée nationale, voire internationale, Hérault, Velikovic, etc. Et il y en a beaucoup d'autres, voilà. Et qu'ils viennent travailler en résidence et qu'ils portent sur le territoire de l'île un regard et qu'ils produisent sur place. Sur le plan technique, c'est vachement plus intéressant parce que tu évites de transporter l'œuvre, tu évites toutes les problématiques et toute l'administration. Et sur le plan esthétique, c'est génial. C'est comment un artiste arrive avec du coup sa démarche, son background, son inscription dans une histoire de l'art moderne, contemporaine, et comment qu'est-ce qu'il va dire de ce territoire et comment il va l'exprimer en fait. Et du coup, ça fait que dans les collections publiques de l'île, donc le FRAC, l'Artothèque, la collection de Saint-Pierre, on a des œuvres d'artistes de renommée nationale et internationale, mais qui ont été construites ici. Donc c'est génial, parce que ça relie les collections à un territoire, mais ça le relie aussi à une histoire de l'art
extérieure en fait, enfin extérieure ou pas, en tout cas une histoire de l'art nationale et internationale. Et donc ça fait entrer la Réunion dans une non pas dans une modernité parce que ça n'est pas exactement ça, mais en tout cas ça relie deux histoires en fait, deux historicités et c'est vachement riche. Voilà. Et t'avais lui au lieu d'acquérir des œuvres, puis c'est vrai que le FRAC à l'époque était vraiment démuni, il n'y avait pas de lieu, c'était un bureau, et puis il y avait comment dire. Il y avait une petite réserve, mais qui n'était vraiment pas bien achalandée. Enfin, il y avait pas, techniquement, elle n'était pas suffisamment, comment dire, construite. Donc, je trouve que son projet, pour le coup, contextuellement, faisait sens, vraiment. C'était complètement. Et ça rejoint effectivement l'idée d'île laboratoire, mais c'est un concept de Paul Vergès, en fait. Voilà. C'est comment l'île peut préfigurer en termes d'innovation sociale, culturelle, politique, peut préfigurer ce que le monde sera ou serait. Voilà, en tout cas, lui, c'est ce qu'il défendait. Et Paul Vergès, Marcel Tavé était proche de Paul Vergès, enfin, en tout cas pas proche de Paul Vergès, mais en tout cas, il était nourri à la pensée de Paul Vergès et ce sont des concepts qu'il partageait aussi. Voilà. Mais alors, ce qu'il disait vraiment, Gilles Clément, après ça vaudrait la peine de l'interroger, je sais qu'il va venir à La Réunion, où tu peux carrément entrer en contact avec lui. C'est pas tant que la route et la carte d'identité de l'île, c'est que la route suit en fait un transect et que elle permet en fait de traverser des strates végétales, herbacées ou arborées, qui sont originaires d'autres pays du monde. Et que quelque part, quand tu prends cette route-là, donc c'est pas la route en tant que telle, c'est pas n'importe quelle route. C'est par exemple si on prend la route des Tamarins, c'est pas de cette route-là dont il parle, et c'est pas la route en tant que route. C'est simplement que la route du Maïdo, du battant des Lames au sommet des montagnes, traverse du coup des paysages ou en tout cas des strates végétales qui viennent soit d'Afrique du Sud, soit d'Inde, soit de France ou d'Afrique, de Madagascar. Et que Gilles Clément, il dit dans son analyse paysagère, emprunter cette route, c'est quelque part voyager dans le monde entier. Et c'est aussi montrer que sur un territoire comme celui de La Réunion, il n'y a pas seulement une diversité culturelle et ethnique, il y a une profusion au niveau végétal, même si bien sûr des espèces endémiques, et donc c'est un peu ce qu'il dit. Donc tu vois, c'est pas tant la route en tant que carte d'identité, mais vraiment cette route-là, parce que c'est cette portion de territoire, entre le battant des Lames jusqu'au sommet des montagnes. Et en cela, ça devient une carte d'identité, effectivement, de La Réunion, mais en cela que c'est ouvert sur le monde, tu vois. C'est vachement intéressant. Peux-tu nous éclairer sur les questions liées à la mise en tourisme et à la mise en patrimoine de l'île de La Réunion? Juste, je refais un petit flashback simplement pour dire que le travail d'analyse que j'avais fait s'appuyait vraiment très fortement sur les travaux des ethnologues Jean Benoît et Jean-Luc Bognol, mais aussi de paysagistes comme Bertrand Folléa qui avait fait des analyses en fait du paysage à La Réunion et de son histoire. Et que l'idée de mise en tourisme, c'était vraiment Jean-Luc Bognol, Benoît et Bognol qui disaient par exemple qu'en analysant le territoire des Hauts de l'Ouest, que le musée Stella Matutina, qui est un musée de la Canne en fait, représente un peu cette mise en tourisme en fait du paysage. C'est comment mise en tourisme culturel pour le coup, c'est-à-dire comment dans un lieu, donc dans un musée, on vient quelque part appréhender un territoire par le biais de la culture de la canne et de toute l'histoire sociale qui s'est développée autour et comment le paysage du coup est muséifié, le territoire est muséifié. Et la mise en tourisme, c'est aussi pour le coup comment on apprête un paysage pour qu'il réponde à une demande touristique. Voilà. Maintenant, effectivement, on est 20 ans plus tard, même un peu plus que 20 ans plus tard, presque 25 ans plus tard. Et oui, les choses ont évolué. Je trouve que les choses ont évolué Alors, d'une part,
ça évolue dans deux sens peut-être, hein. C'est de dire que c'est vrai qu'à l'époque, la Réunion se reprochait de ne pas être aussi touristique que l'île Maurice, pas être aussi tournée vers ces métiers-là. Entre-temps, l'île s'est carrément mise en tourisme, mais vraiment, c'est-à-dire avec aussi du développement de tourisme de qualité, du tourisme vraiment affinitaire, et du tourisme culturel, et pas seulement le tourisme de consommation de masse. Voilà, donc ça, on peut le dire qu'il y a une forme de diversification de l'offre touristique et que le tourisme s'est, comment dire, affiné et complexifié. Voilà. Mais pas seulement, il y a une autre donnée qui, à mon sens, est entrée en ligne de compte, mais de manière beaucoup plus forte. Les problématiques environnementales étaient déjà présentes, mais de manière un peu sous-jacente. Maintenant, il y a eu quand même un parc national qui s'est implanté, donc avec cette volonté évidemment de préserver. Bon, avec toutes les problématiques que ça suppose, parce que ça vient aussi en frottement avec l'usage du territoire qu'on a en tant qu'usager. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a une forme de mise sous cloche aussi d'un paysage. Ça pose énormément de questions. C'est très intéressant. Et au niveau de la création artistique, effectivement, il y a de plus en plus d'artistes qui opèrent une sorte de retour à la terre, en fait, c'est-à-dire qui envisagent leur création non plus dans une white box. Bon, après, on peut dire aussi, bon, c'est pas les premiers artistes qui sont sortis de la white box. Il y a eu avant, évidemment, il y a très longtemps les impressionnistes, puis après, voilà, le land art. Mais sauf que là, on est dans une pratique parfois de la terre, une pratique de la terre, comme Florence Waro, par exemple, il faudra que tu rencontres, qui est une artiste diplômée des Beaux-Arts de Paris, qui a fait son diplôme en estampe, et qui, à un moment donné, donc c'est un peu éloigné du secteur de l'art contemporain, mais qui continue à produire, mais différemment. C'est-à-dire elle s'est investie sur un territoire, un terrain dans les Hauts de l'Ouest avec Daniel Waro, donc c'est la compagne de Daniel Waro. Elle s'est investie au sein d'un lieu qui s'appelle Case Cabar, et qui milite pour un retour à la terre, pour la protection de l'environnement, pour la protection de la langue créole et de la culture créole. Et du coup, en tant que plasticienne, elle produit sur ce territoire-là, elle produit par exemple du lien social, elle produit, on n'est plus sur la création d'objets à exposer. On est vraiment sur c'est un peu, on peut la définir comme étant artiste au foyer, c'est-à-dire créer du lien. Créer du lien, mettre en valeur des savoirs ancestraux, faire avec ce qu'on a sur place, questionner la question de la production, produire, alors est-ce qu'on va produire plus alors que les océans sont remplis de plastique? Enfin, c'est poser toutes ces questions éthiques, en fait, et du coup, ouvrir l'esthétique à un champ qui est aussi celui de l'agriculture, celui de la culture et de la production de ce qu'on mange, et du lieu, produire le lieu où l'on vit, mais en tant qu'artiste, tu vois. Donc il y a effectivement une évolution, à mon sens, qui est très forte dans ce sens-là. Et à l'école d'art, en plus, c'est vrai que le paysage et le territoire, ce sont des thématiques qui sont structurelles, en fait, dans le cheminement de l'étudiant, puisqu'on a un DNCEP mention paysage. Mais c'est vrai que ces thématiques-là sont récurrentes dans les travaux des étudiants. Alors autant, on peut dire qu'il y a une évolution, autant dans les années 90, il y a cette espèce d'injonction de l'histoire, en fait. C'est parler de l'histoire, parler des différentes cultures, des spécificités du territoire, de la langue créole. Et tout cela est très politisé, c'est-à-dire que la régionalisation vient de se faire. Au niveau européen et au niveau français, la décentralisation vient de se faire. C'est encore très récent, il y a encore beaucoup de friction, il y a encore un désir et un besoin de s'affirmer, parfois avec force et parfois avec violence. Et parce que c'est nécessaire, parce qu'en face, il y a des radicalismes aussi. Je veux dire, on est dans un rapport de domination qui est très fort à cette époque-là. Et que pour se faire entendre en face, il faut que ça soit, du coup, il faut que la parole soit forte. Et pour le coup, les enjeux sont très politiques. Aujourd'hui, enfin politique sur ce champ-là, sur le champ de l'identité. Aujourd'hui, à mon sens, cela peut rester politique aussi, mais enfin, ça reste politique, mais pas seulement sur la question de l'identité territoriale ou d'identité culturelle. Ça peut être l'identité de genre, et on a de plus en plus d'artistes qui travaillent là-dessus, et c'est vachement intéressant.
Mais cette identité de genre, elle est également ancrée. Le travail de Brandon Gerkara, par exemple, n'est pas un travail hors sol. D'accord, il travaille sur les questions d'identité de genre et sur les questions, voilà, sur la question du requeer, etc. Mais les photos qu'il produit, par exemple, en tant que plasticien, questionnent aussi l'esthétique hindoue, l'esthétique, indienne, et chinoise, en fait, créole, tout simplement. Et, euh, et voilà, simplement, j'ai l'impression on est parti sur des questionnements qui se sont vachement élargis, quoi. Et au sein de ces questionnements, la question environnementale, la question du positionnement par rapport au monde, mais non plus le monde en termes géostratégiques, mais le monde comme planète habitable, ces questions-là deviennent centrales, vraiment. Et ça reste politique pour le coup. Mais on est plutôt sur des questions qui sont non pas politiques d'appartenance territoriale à la Réunion, mais des questions politiques d'appartenance territoriale à la planète, en fait. Et comment on se positionne, qu'est-ce qu'on produit. Et y a par exemple des artistes Quinclé et Kako, et c'est super, en fait, ils se mettent à développer un concept d'artiste paysan. Ils ont trouvé un terrain à la petite île et ils produisent des fruits et des légumes. Et ils se positionnent comme artistes paysans. C'est super intéressant, en fait. Ça pose énormément de questions. Et ça pose aussi des questions sur le rapport au territoire, la terre nourricière. Donc on est vraiment comment dire, enfin, c'est un rapport complètement antinomique du lieu comme étant une réponse à un désir extérieur qui viendrait le consommer, en fait. C'est intéressant, ce basculement-là. Quel était le sujet de ton intervention dans le cadre du colloque intitulé L'art à l'épreuve du lieu, organisé en Martinique en 2001? Donc sur le colloque Marge et périphérie, j'avais été invitée par Dominique Berthet. Donc Dominique Berthet, il dirige la revue Recherche en esthétique et qui est située à la Martinique. Et donc il produit un numéro par an et à chaque sortie de la revue, il fait un colloque. Et donc il m'avait invité à participer à la revue, ce que j'ai fait, et ensuite je suis allée en Martinique pour le colloque. Et donc la question des marges et des périphéries, en fait, c'était complètement central, moi, dans mon sujet de thèse. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai proposé à Dominique Berthet le cas de Gilbert Klein. Donc, c'était mon sujet de maîtrise, à moins que... Oui, c'était ça. C'était le cas de Gilbert Klein, un artiste hors norme. Moi, la question de la marge et de la périphérie, c'était vraiment central dans les questionnements à La Réunion. C'est-à-dire, quels sont les critères qui opèrent à La Réunion? Enfin, c'est la question que je me pose à la fin du XXe siècle, dans les années 90. Selon quels critères on va déterminer que tel artiste est contemporain ou pas? Donc on va l'exposer ou pas, et on va vendre son travail ou pas. Est-ce qu'on va l'intégrer dans les collections publiques parce qu'il va répondre à un certain nombre de critères ou pas? Qui détermine ces critères? Étant dans une ancienne colonie, on était forcément dans un système relationnel impliquant une domination du centre sur sa périphérie. En fait, c'est un peu le propre des systèmes sans périphérie. Ce qui est au centre est concentré, forcément, et donc c'est là qu'est régie et déterminée la norme. Et la périphérie, c'est, comment dire, va être dépositaire forcément d'un pouvoir un peu dilué. Le pouvoir est concentré. Le pouvoir est concentré dans le centre et la périphérie ne peut qu'obéir au centre, ou en tout cas être secondaire par rapport au centre. Voilà. Et à la fin des années 90, il y a un courant de pensée qui s'élève contre ça et qui dit on peut concevoir le monde autrement qu'à travers le prisme centre-périphérie. On peut imaginer un prisme avec de multiples centralités. Tu vois? Et ça voudrait dire que, en tant qu'ancienne région, enfin en tant qu'ancienne colonie et en tant que région ultra-périphérique, parce qu'on fait partie des régions ultra-périphériques européennes, de quelle manière on se positionne et comment on invente d'autres centralités? Comment, quand on analyse l'histoire de l'art ici, et comment est-ce que quand on opère en tant qu'agent du territoire,
on peut se positionner comme étant dans un centre et non pas dans la périphérie d'un autre centre en fait, quel qu'il soit. Ça peut être Sydney, ça peut être New York et ça peut être Paris. Comment se considérer comme un centre? C'est-à-dire être à même de déterminer des critères qui font sens dans un territoire et qui sont opérants, y compris à l'extérieur, et donc devenir un centre. Et ben c'était ça l'utopie. Et l'association LRK, en fait, je faisais partie de tout ce groupe-là qui voulait créer un outil critique et un outil opérant, en fait, opérationnel sur le terrain, et qui permettait de se poser ces questions-là, mais surtout qui permettait d'apporter des réponses. Et donc, j'avais écrit un manifeste, en fait, qui s'appelle « L'utopie n'a pas de centre », et qui a servi un peu de programme, ou en tout cas de manifeste pour l'RK. Et c'est paru dans la revue À Cause Espace Public, je t'enverrai cet article. Et donc, pendant longtemps, quand on faisait nos demandes de subvention ou quand on présentait l'RK, on mettait ce texte-là, en fait. C'était vraiment le texte fondateur et qui avait été co-pensé, en fait. Hein. Sauf que moi, je l'ai écrit parce que j'étais déjà dans cette dynamique et de réflexion-là. Mais voilà, c'était ça. Et la question de marge et périphérie, c'est cette réflexion que portait aussi Dominique Berthet. C'est qui la marge, c'est qui la périphérie? Pourquoi est-ce qu'on serait périphérique par rapport à... Après, on peut l'être simplement, mais pas uniquement, parce que la réalité est complexe, et qu'on peut être aussi un centre par rapport à d'autres périphéries. Puis d'ailleurs, ça fonctionne, c'est comme ça. Et au final, cette grille d'analyse, marge-périphérie, centre-périphérie, c'est très réducteur finalement, parce que ça ne permet pas d'englober l'ensemble des problématiques, tu vois. Tout comme la problématique dominant-dominé. Ok, il y a dominant et dominé, d'accord. Une fois qu'on a dit ça, chacun prend son rôle. C'est réducteur en fait. Et c'est comment sortir de ces visions réductrices. Et c'est cette posture-là qui est la posture postcoloniale. Maintenant, il y a une autre terminologie qui est la terminologie décoloniale, donc, qui m'intéresse aussi, mais que je ne connais pas suffisamment. Mais l'idée à l'époque, c'était au moment où je faisais ma thèse, c'est qu'il y avait un courant de pensée qui disait, mais le courant colonial s'appuyait sur la question de la domination, et donc du dominant, du dominé. Le post-colonial, c'est l'idée de dépasser cette relation-là. Et du coup, dépasser la notion de centre-périphérie et se penser en tant que centre. Et c'est ce que Karpalin dit quand il dit on va faire gîter le regard. Ben, le regard, il n'est pas excentré, il n'est pas déterritorialisé. Et ce qui n'était pas le cas en fait. Moi, personnellement, mon regard était complètement déterritorialisé. Formée à l'école de la République, puis à l'université. Quand je regardais le travail des artistes réunionnais, quand j'avais pas encore construit mon positionnement, mais je voyais les choses selon un prisme extérieur, déterritorialisé, absolument pas ancré dans des réalités ni mythologiques, ni symboliques, ni spirituelles, mais parce que je les possédais pas en fait, si ce n'est de manière intuitive, mais je mettais pas des mots, je les avais pas objectivés. Et ce parcours est nécessaire. Depuis la tenue du colloque dont nous parlons, qui a eu lieu en 2001, mesures-tu une évolution des idées relatives au concept de marge et de périphérie? Je pense que ça a beaucoup évolué, notamment par le biais des pensées décoloniales. Par exemple, quand je suis en lien avec Diana Madeleine, qui va commencer sa thèse sur l'art à La Réunion, et qui d'emblée, en fait, pose ces questions-là. C'est-à-dire que là, moi, il a fallu que je bataille quand même un peu pour amener d'autres grilles de lecture. Enfin, c'était pas gagné, en fait. C'était, mais pourquoi tu fais pas une thèse en histoire de l'art directement? Pourquoi convoquer Là, aujourd'hui, ces questions ne se posent plus. Ça semble complètement évident de poser un regard, comment dire, qui englobe ces problématiques-là, au lieu de les éjecter. Donc oui, pour moi, ça a beaucoup, beaucoup évolué. De ton point de vue, comment se distinguent les mobilités des artistes et des idées depuis et vers La Réunion? D'abord, je vais revenir sur donc, ta première question, la question de la mobilité. Donc, ça pose forcément la question de la diaspora. Donc les artistes réunionnais qui vivent à l'extérieur, sont reconnus à l'extérieur et qui rentrent de temps en temps. Cette question-là, elle est importante. On a des artistes réunionnais qui continuent à produire et qui sont à l'extérieur et qui continuent à produire en lien avec une histoire, une géographie, etc. Je vais te
je sais pas, te citer par exemple Michael Elma. Voilà, donc il va falloir que tu ailles voir son travail, qui parle beaucoup de créolité, de créolisation, qui s'est voilà, intéressé à l'architecture, qu'il a intégré dans son travail d'artiste, qui parle aussi de manière assez globale de la question de la cosmogonie, de la chair du monde, en fait, qui se pose un peu toutes ces questions. Donc, et qui continue voilà, à produire. Il est à Marseille, il vient de temps en temps, il fait partie des collections publiques. Il y a eu Thierry Fontaine, je dis il y a eu parce qu'il a longtemps vécu à l'extérieur, puis il a fait la Villa Médicis, il a sa galerie à Paris et il a longtemps vécu à l'extérieur. Maintenant, il vit ici, et il est prof à l'école d'art, mais ça fait une année. Mais c'est important aussi, c'est comment, bon après moi j'ai pas forcément la réponse, c'est important d'aller peut-être les interroger, mais comment l'île les nourrit, continue à les nourrir, et comment le monde les nourrit en tant qu'insulaire, tu vois. Cette question de l'insularité est très présente dans le travail de Thierry Fontaine, tu vois, y compris de manière littérale, y compris dans les intitulés, et y compris dans sa réflexion, tu vois. Le rapport entre l'île et le monde, le rapport entre l'homme en tant qu'île et son île. Et donc c'est vraiment intéressant. Donc cette question de la diaspora, je pense qu'elle est importante, et ça sera intéressant de le questionner peut-être. Quel impact a eu le développement du numérique sur l'art à La Réunion? C'est-à-dire que quand on dit que le territoire et le paysage sont vraiment partie prenante des collections et de l'histoire de l'art à La Réunion, jusqu'à la fin du XXe siècle, donc ça s'est posé de manière très particulière. On en a parlé un petit peu, c'est-à-dire la peinture un petit peu traditionnelle et conventionnelle, des éléments marquants du paysage, le volcan, la plage, les flamboyants. Ensuite, l'intégration d'éléments spécifiants de la culture réunionnaise et qui sont quand même liés au territoire, comme par exemple, je ne sais pas moi, des marches sur le feu, par exemple, ou donc l'intégration de ces éléments-là dans dans une vision du territoire ou même une pratique du territoire, comme les artistes qui vont faire des marches, comme par exemple Stéphane Gilles. Donc il y a un rapport immédiat en fait au paysage. Donc forcément ça pose de manière très particulière le rapport au territoire. C'est un rapport physique. Les artistes qui viennent de l'extérieur et qui travaillent pendant 2 mois en immersion dans la société créole, voilà, en lien avec les savoir-faire, en lien avec le paysage, on est dans un rapport immédiat. Voilà, au début du XXe siècle, il y a de plus en plus, l'Internet prend de plus en plus de place, les images circulent davantage, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents, et tout d'un coup, ce rapport au paysage, il évolue, mais complètement différemment, et effectivement, aujourd'hui, l'insularité, elle se pose de manière complètement autre, parce que quand on est ici, on n'est plus forcément isolé. On n'a plus cette espèce d'injonction, si, on a encore besoin de bouger, de voyager pour s'aérer l'esprit, mais un artiste peut très bien vivre ici et vendre son travail à Paris, et inversement, vivre à Paris et puis transmettre son savoir par le biais de cours en Zoom à l'école d'art de La Réunion. Donc bien sûr, les frontières ont un peu bougé, et peut-être que les insularités, elles se font autrement, et les archipels se mettent en place autrement que des archipels physiques aussi. Et donc il y a des groupes, des réseaux, voilà, et peut-être pour filer cette métaphore qu'on disait tout à l'heure, que j'avais citée par rapport à ce roman-là que je viens de terminer, La plus secrète histoire des hommes, je crois que ça s'appelle comme ça, où il disait que la littérature, c'est son pays, en fait, et que ça devient vraiment un territoire en tant que tel, avec des habitants, des connaissances intimes, des connaissances plus lointaines, des personnages qu'on retrouve et qui habitent ce lieu et qui habitent ce territoire et ce pays. Au niveau de l'art contemporain, je pense que c'est pareil. Il y a un monde de référence, un univers de référence qui n'est peut-être pas forcément, en coïncidence avec des territoires physiques. Tu vois? Alors bien sûr, les territoires physiques existent, voilà, l'Inde, la France, la Chine, la Réunion, mais il y a un archipel et un continent qui est l'univers de l'art contemporain et auquel l'artiste appartient et auquel il décide d'appartenir. Et après, c'est toute la question de la légitimation.
qui va décider que tu appartiens à ce continent-là ou à cet archipel-là, qui va être le prescripteur, qui va décider si tu es contemporain ou pas, et avec des enjeux financiers énormes, des enjeux de reconnaissance énormes, et qui bougent aussi, hein. Par contre, cette cartographie-là, elle bouge aussi beaucoup, et heureusement. C'est des enjeux de pouvoir symbolique, mais de pouvoir, et ça n'en reste pas moins extrêmement violent. Voilà. Ah ouais. Comment te positionnes-tu professionnellement à présent et comment envisages-tu ton parcours à venir? Alors, comment moi je me positionne? Alors, c'est vrai que tout ce chemin dont on a parlé, en fait, hein, la construction du regard, etc., euh, la fabrication, enfin voilà, la thèse, les différentes expériences que j'ai pu avoir, y compris cette dernière expérience fondatrice, je pense, que j'ai eue à l'école, donc 7 ans d'école, puis avant 7 ans de thèse. Enfin, au final, c'est tout ça, en fait, ce sont des étapes de construction. Je le conçois vraiment comme ça. C'est vraiment de l'autoconstruction, des fois de l'autodestruction, d'une certaine manière. On détruit des schémas qui ne sont plus valables et on construit un regard. Mais en tout cas, c'est vraiment la migration d'un regard. Et, euh, et là, pour moi, l'urgence, à mon sens, c'est vraiment de revenir aux œuvres, revenir aux artistes et éclairer le monde qui m'entoure avec ce nouveau regard, en fait, qui a été un peu dessillé quand même. Il y a eu pas mal de pertes d'illusions, pas mal de découvertes, pas mal d'enrichissements par des rencontres extraordinaires que j'ai pu faire. Et puis des expériences aussi qui t'obligent à sortir de ta zone de confort, dépasser tes limites. Et ça veut dire que ton regard change. Et bien du coup, j'ai hâte de poser à nouveau mon regard, tu vois, sur la réalité qui m'entoure, donc des œuvres, y compris une histoire, avec ce nouveau regard qui est pas tout neuf, hein, qui a, comment dire, qui a le privilège aussi du temps écoulé, donc ça c'est bien, hein. On vieillit, des fois on en prend un peu plein la figure, mais en même temps on construit un regard et on a une longueur de champ, une profondeur de champ qui est vachement intéressante, ça c'est bien. Donc ça c'est une priorité, revenir à l'essentiel, revenir au regard et revenir aux œuvres, et puis qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui? Voilà. J'en dirais quoi aujourd'hui de ce monde? De l'école déjà, avec un peu de recul, et le recul, il y en a encore, hein, il faut encore que je prenne du recul. Que dire de l'école, que dire des œuvres, que dire de ce développement d'art contemporain à La Réunion, et plus globalement des questions postcoloniales, puisque c'était mon champ. Postcolonial, aujourd'hui le décolonial. Mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que j'aurais à en dire. Parce que j'étais vraiment la tête dans le guidon et je devais naviguer à vue. Voilà, un énorme bâtiment qui avait quand même pas mal de trous dans la coque. J'ai pas eu le temps de réfléchir à ces questions. Donc là, j'ai hâte de voir ce que je peux en dire avec mon nouveau regard, qui n'est pas fini, hein, il y aura encore, voilà. Donc voilà, moi je me projette à cet endroit-là, toujours, c'est-à-dire en réflexion et en recherche. Pas forcément en recherche académique, mais en recherche-action, voilà. Que souhaites-tu ajouter en conclusion de cet entretien? La construction d'un sujet, en tant que, la construction de soi-même en tant que sujet, du coup, c'est une étape qui est passionnante. Enfin, c'est pas une étape, c'est un chemin qui est passionnant, en fait, cette construction-là. Et qu'elle emprunte des modalités vraiment plurielles. Et ça peut être aussi donc, de l'écriture, et donc c'est créatif. Ça peut être du dessin. Donc j'ai pu dessiner, je continue à dessiner ou fabriquer des objets. J'ai commencé par art plastique aussi. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça aussi, hein. C'est-à-dire comment, à un moment donné, pour comprendre le monde qui est le mien, comment une licence d'art plastique, enfin, comment j'ai bifurqué aussi sur la question de la théorie. Comment agir sur ce monde, et comment j'ai eu une nécessité à un moment donné de pouvoir le comprendre, mais avec des mots, parce que les gestes comment dire, les traces, les lignes, et puis les objets ne suffisaient pas. Et je me dis mais que tout ça, ça contribue en fait. Un regard un peu académique, des outils qu'on m'a donnés, des outils que je suis obligée de fabriquer parce que ça ne suffit pas, le militantisme sur le terrain, parce que moi, ça m'a construite d'évoluer avec tous ces artistes qui en plus étaient pour la plupart plus âgés que moi et qui m'ont énormément appris, qui sont devenus des amis en fait, vraiment très précieux. Voilà, et toutes ces expériences, en fait, ce frottement avec le politique aussi, et de voir à quel point, c'est vrai, parfois l'utopie ne résiste pas à l'épreuve du réel, et tous ces deuils à faire à chaque fois de ce qui devrait être et qui n'est pas, et de comment on devrait vivre, et ben non, ça marche pas, et
et que cette perte de valeur ou de cette perte de socle, mais de se rendre compte qu'on a toujours la possibilité à agir et qu'il faut garder ça. Ne pas céder notre possibilité, notre capacité d'agir. Et ne le céder à personne, sous aucun prétexte ni sous aucune modalité. Garder sa capacité à agir en tant que créateur, en tant qu'artiste, en tant que citoyen, en tant que critique, en tant que directeur d'établissement, en tant que prof. Garder sa capacité à agir et pas, ça ne veut pas dire forcément agir contre systématiquement. C'est être dans le concert du monde, c'est aussi chanter avec, mais en gardant sa propre voix et en prenant totalement ses responsabilités, en tant qu'artiste ou autre, et garder sa capacité à agir. Ça, c'est un challenge, hein, avec ce qui se passe actuellement. C'est un putain de challenge.